Bonjour à tous, je suis Soukaina Gutiérrez, artisane maroquinière dans une maison de luxe et maintenant je suis aussi podcasteuse. Et je suis ravie de vous accueillir pour ce premier épisode de Luxe et Artisanat. Grâce à mon métier, j'ai la chance d'être entourée de personnes exceptionnelles qui travaillent dans les coulisses de grandes maisons et j'ai donc décidé de partager avec vous leurs expériences. Dans ce premier épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Vincent Marchelli. Vincent est responsable du patrimoine et des projets spéciaux chez Goyard. Il a une approche historique du luxe. Ses différentes expériences au sein de maisons horlogères en Suisse, avant de rejoindre la maison Goyard, sont absolument fascinantes à écouter afin de comprendre pourquoi, de nos jours, les maisons horlogères jouissent d'une réputation mondiale. J'ai adoré interviewer Vincent, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter. Bonne écoute! Bonjour Vincent. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder du temps pour le podcast. Je vais d'abord vous demander de vous présenter s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, Vincent Marchelli, j'ai 50 ans et je suis issu d'un univers créatif. J'ai fait les beaux-arts il y a très longtemps. Même à une époque où l'informatique n'existait pas encore, donc ce qui veut dire qu'après avoir fait ces études d'art graphique pour être graphiste, parce que j'étais vraiment très très intéressé par la sérigraphie, par les affiches, par la lettre, par la typographie, c'est vraiment ce qui me plaisait beaucoup. J'ai fait l'école d'art en province à Besançon, donc c'est dans l'est de la France, c'est très près de l'Allemagne et de la Suisse allemande. Ça veut dire qu'il y a toute une culture de l'affiche et de la typographie due à l'imprimerie qui m'intéressait. Ces études d'art, elles ont débouché sur, je dois avouer, à la fois pas grand-chose parce que ça m'a ouvert l'esprit plus que de me donner des outils. Et il a fallu quelques années plus tard que je les complète par une année complète de mise à niveau, enfin dire d'apprentissage de l'outil informatique qui n'était pas enseigné aux Beaux-Arts. Donc j'ai fait une année en tant que, comme vous l'avez fait Soukaina, une année d'études de formation professionnelles, de formation pour adultes. Ouais, c'est ça, voilà, je cherchais les mots, vous voyez. Et en fait, ça m'a permis d'obtenir un diplôme de PAO, de graphiste, qui maîtrisait quasiment depuis la création avec les Beaux-Arts jusqu'à l'impression, la chaîne graphique en 2D. Je parle uniquement de ce qui était à plat imprimé, qui m'intéressait beaucoup. Dans le cadre de cette formation, et avant cette formation, pour être vraiment précis, entre les Beaux-Arts et cette formation, j'ai dû faire un service civique, puisque c'était de mon âge de donner un peu de temps pour la nation, et j'ai choisi de ne pas le faire dans le cadre de l'armée. J'ai été objecteur de conscience. Et ce qui m'a permis de travailler dans un musée, qui n'était pas un musée classique qui présentait des choses, mais une association assez importante qui s'appelle Écomusée en France et qui avait pour but, avec des financements publics, de faire des enquêtes ethnographiques sur des sites industriels qui étaient très forts au 19e et qui, alors là on parle fin du 20e, étaient toujours existants. Les bâtiments énormes, mais il restait 3-4 ouvriers, une toute petite activité. Donc l'idée, c'était avec ces financements de pouvoir étudier le siècle en général, surtout des industries qui dataient du 18e, fin 18e, début 19e. Étudier encore les archives qui restaient, comprendre les bâtiments, aller interroger les quelques anciens qui n'étaient encore pas décédés et en retraite depuis 20 ans, qui avaient vécu, par exemple, alors je parle d'un laminoir, d'un fabricant de tuiles, fabricant de lunettes, qu'est-ce qu'on avait encore, une verrerie, donc tous des métiers d'art, non pas des métiers d'art, de l'artisanat, des métiers industriels, de l'industrie au sens noble 19e, avec ces études ethno qui étaient menées avec un chercheur du CNRS, un ethnologue on obtenait un rapport qui nous permettait d'aller chercher d'autres financements pour faire un documentaire, donc 13 minutes, qui parlait du site, qui parlait de ce qu'il était, de ce qu'il deviendra, éventuellement s'il persiste encore à produire, ce qu'il produisait au XXe siècle.
Et puis, troisième étape, une fois que ce documentaire était fait, trouver encore d'autres financements pour présenter ce documentaire dans le cadre d'une micro-exposition ouverte au public, dans les bâtiments qui souvent sont gigantesques par rapport à ce qui reste de l'activité. Donc un peu de muséographie pour pouvoir attirer les quelques touristes qui s'intéressent à la visite régionale d'un ancien site industriel toujours en activité. C'est important parce qu'on ne le faisait pas avec des sites qui n'avaient plus d'activité. Voilà. Alors moi je portais les éclairages, les caméras et les valises, mais il n'empêche que j'ai travaillé avec des gens très intéressants qui m'ont ouvert l'esprit. Et quand j'ai repris les études de PAO derrière, j'ai toujours eu en tête comment on va dire, la muséographie. C'était très simple, mais j'aimais bien travailler le volume, travailler un peu le mobilier, présenter des choses, et puis dans un esprit industriel. J'aime beaucoup l'histoire de ma région aussi, tout l'est de la France, avec la double activité, les gens qui travaillaient sur un métier très manuel l'hiver quand il y avait de la neige, et puis l'été sur des métiers d'agriculture. Bon, tout ça m'intéressait beaucoup. Donc à l'issue de cette année de formation en PAO, j'ai dû faire un stage de validation que j'ai fait dans une agence de communication assez traditionnelle à Besançon, et qui m'a permis de travailler avec un client de cette agence qui était un tout petit fabricant de montres dans le Haut-Doubs. Voilà, qui ne faisait pas des montres très prestigieuses, mais qui travaillait encore avec des cadraniers français. Voilà, et puis donc j'ai été embauché en tant que graphiste. La maison était tellement petite que je gérais aussi le design des collections. C'était des montres sous licence. Il s'appelait comment ce fabricant? C'était le fabricant, c'était un Ambre, sous-traitant? mais c'est un sous-traitant qui fabriquait de la montre sous licence. Donc qui faisait les montres Castelbajac, Paco Rabanne, Flic Flac, enfin voilà, des petites marques sous licence. Mais le nom de la société dit rien. Et j'ai été embauché donc comme graphiste, puis j'ai monté ensuite les stands puisqu'ils exposaient à Bâle une fois par an, à Paris aussi j'ai fait une petite expo. Enfin, c'était assez la débrouille. Moi j'aimais bien ça, je suis assez manuel par plaisir. Donc c'était assez couteau suisse, ça me plaisait beaucoup, un peu de graphisme, un petit peu, et tout ça dans un univers industriel qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, ça m'a permis de découvrir aussi l'horlogerie suisse qui était à 3 ou 4 km de l'autre côté de la frontière, beaucoup plus prestigieuse, qui me semblait inaccessible pour le coup, mais vraiment très pointue. Alors je retrouvais dans les magazines l'idée d'artisans, d'ouvriers qui ont un savoir-faire qui est transmis par l'apprentissage, qui ont du plaisir à faire des choses uniques, complexes, plein de métiers différents, très manuels, peu écrits. Et tout ça, ça me plaisait beaucoup, et je me suis dit, tiens, je repère une maison qui me plaît, et qui est Patek Philippe. Alors Patek Philippe, c'était la référence de l'horlogerie, ça l'est toujours aujourd'hui, mais à l'époque, venant du petit horloger français qui fabrique des montres sous licence, Patek Philippe me semblait alors vraiment à l'antipode, inaccessible. Et donc j'avais repéré une maison qui me plaisait beaucoup, qui était Jaeger-LeCoultre, qui fabriquait ses propres mouvements depuis toujours, qui a fabriqué les mouvements pour Patek Philippe jusque dans les années 40. Alors quand vous dites fabriquer les mouvements, il faut savoir que dans l'horlogerie traditionnelle en Suisse, l'horlogerie était française avant et anglaise, et les Suisses aussi, mais maintenant il n'y a plus qu'eux qui fabriquent l'horlogerie. Vous avez le métier lui-même, c'est de fabriquer un mouvement d'horlogerie. C'est-à-dire que vous allez fabriquer des petits composants, des roues, pour arriver à faire un mouvement mécanique qui fonctionne seul, très précis. Pour qu'il soit précis, il faut que chaque élément soit parfaitement réalisé, parfaitement poli, avec beaucoup de minutie. Et le mouvement lui-même, c'est le cœur de la montre, c'est ce qui a l'intérêt dans l'horlogerie. Ensuite, jusque dans les années 30, vous achetiez la boîte. Et vous achetiez le cadran, ça n'avait pas vraiment d'importance. C'est le mouvement qui était important. Et LeCoultre, avant d'être LeCoultre fabriquait des mouvements en Vallée de Joux pour beaucoup de marques d'horlogerie plus connues, comme Vacheron Constantin, Cartier. Il fabriquait pour Patek Philippe, surtout pour les montres de poche,
Et il fabriquait pour Favre-le-Bas, il fabriquait pour Piaget, il fabriquait pour beaucoup de maisons horlogères qui, elles, s'occupaient de l'habillage. Voilà. Mettait les diamants, faisait les beaux cadrans, faisait les boîtes et achetait les mouvements qui sont la partie la plus difficile à faire. Depuis, tous ces gens-là fabriquent leurs mouvements. Mais Jaeger-LeCoultre avait plutôt le passé industriel, était moins connu en tant que marque, mais plus connu en tant que fournisseur cadranier, pas cadranier, pardon, de mouvements. Les cadrans, ça a été par la suite qu'ils en ont fait. Donc moi, ça m'intéressait. J'ai envoyé une candidature spontanée en tant que graphiste, puisque c'était mon métier, le seul métier pour lequel j'avais un petit diplôme. J'avais 1 an d'expérience dans l'horlogerie, donc autant vous dire que c'était rien. Et là, j'ai découvert la Suisse et son empathie et sa simplicité. Et 15 jours après, le CEO de Jaeger-LeCoultre m'appelait sur mon téléphone pour me dire « Ah, on a reçu votre lettre, ah ben, c'est bien gentil de vous intéresser à nous, est-ce qu'on peut vous voir, c'est intéressant. Nous, on est en train de développer, et c'est vrai, à l'aube des années 2000, l'horlogerie commençait seulement à développer les métiers parallèles, c'est-à-dire la communication, les expositions, même les produits imprimés, c'était sous-traité jusqu'en 2000. Hein. On fabriquait la montre, on fabriquait le produit et le reste, c'était fait par des agences. Ils commençaient à rendre interne, en tout cas les fonctions support, par exemple les dépliants, par exemple les petits leaflets promotionnels. Donc ils m'ont embauché en tant que graphiste. Voilà. Donc je suis entré dans une maison qui était en train de se développer au niveau communication. J'ai travaillé au début sur tous les produits imprimés, les brochures, mais aussi les modes d'emploi, les bons de garantie, tout un tas d'éléments comme ça. Puis cette maison avait la volonté de vouloir développer les expositions chez les détaillants, parce qu'il faut voir aussi qu'en 2000, rares étaient les maisons d'horlogerie qui avaient leur propre circuit de distribution. On s'appuyait sur des revendeurs. C'était traditionnel, c'était comme ça. Les maisons d'horlogerie n'avaient pas de boutique? Très peu. Très très peu. Le gros de la vente, c'était des revendeurs. Voilà. Ils vendaient des produits en gros à des marchés, à des distributeurs et puis à des revendeurs finaux. Oui, oui, le métier d'un horloger, c'était de faire des montres. C'est tout. C'était pas de les vendre au client final. D'ailleurs, on ne connaissait pas le client final. Surtout chez Jaeger-LeCoultre, dans la vallée de Joux, on ne savait pas vendre à un client final. On n'avait aucune notion de service, d'embaucher des employés, de gérer des problématiques de clients finaux. Non, un client de Jaeger-LeCoultre en 2000, c'est un détaillant. C'était du B2B. C'est un détaillant. Oui, oui, c'est tout, c'est tout. Voilà, c'est de l'industrie. C'est pour ça, on parlerait certainement de luxe après. Moi, le luxe, je ne connais pas, ça ne m'a jamais intéressé. C'est l'artisanat qui m'intéresse. Oui, donc que ce soit assez clair. En tout cas, donc j'ai pu entrer chez Jaeger-LeCoultre. Et là, j'ai découvert non seulement une maison, mais un CEO, parce qu'il n'était pas propriétaire, mais un CEO charismatique qui m'a tout appris sur le savoir-être et le respect de l'artisanat, qui est Monsieur Belmont. Monsieur Belmont, c'est Henri John Belmont, monsieur qui tenait Jaeger-LeCoultre d'une manière très paternaliste, qui connaissait à l'époque les 350 personnes, ils doivent être 1200 maintenant, mais les 350 personnes par leur prénom, qui faisaient le tour des ateliers régulièrement pour saluer les gens et demander comment allait le petit dernier et tout. Moi j'ai trouvé ça merveilleux, qui refusait d'être pris en photo, parce qu'il disait non mais ne faites pas de la communication sur moi, allez prendre mes horlogers, c'est eux qui fabriquent. Moi si demain je meurs, les montres elles se feront toujours, mais si eux ne sont pas là, vous n'aurez plus rien. Donc j'ai été plutôt élevé à cette école-là, qui m'allait très bien. Ça se recoupait avec ce que j'avais appris du respect des métiers industriels quand j'étais dans le musée, à Écomusée en France. Ça m'a vraiment plu. En plus, une approche très produit, exclusivement produit. J'ai beaucoup appris. Je suis resté 5 ans chez Jaeger-LeCoultre. En 5 ans, la maison a énormément évolué. Elle a énormément grandi aussi parce qu'elle a été rachetée par Richemont 3 ans après mon entrée. Donc c'était en 2000. C'était en 2002. Voilà, ça a commencé fin 2001 et en 2002, ça se signait. Début 2003, on avait vraiment le pont qui était fait au niveau du board. D'ailleurs, M. Belmont ensuite est parti rejoindre le groupe Richemont en tant que responsable de tout le pôle horloger.
Donc c'était un poste très très important. Il a été remplacé par une personne qui à l'époque était responsable financier quand moi j'étais responsable du service de graphisme, qui maintenant, aujourd'hui, est le CEO de Richemont Monde. Donc, voilà, Jérôme Lambert, qui est un type extraordinaire aussi. Donc on a beaucoup développé les expositions, on a travaillé avec les pièces anciennes, ça me plaisait beaucoup parce que des collections chez Jaeger-LeCoultre, c'est énorme au niveau des pièces anciennes. Il y avait encore d'anciens horlogers qui m'expliquaient à la vue d'une pièce, quand elle a été faite dans les années 50, comment ça s'était fait, qui avait fait ça, pourquoi. Enfin, c'était que des passionnés, vraiment de l'artisanat de passion. Ça m'a beaucoup plu, voilà, vraiment, vraiment. Chez Jaeger-LeCoultre, du coup, tout le patrimoine ancien était encore bien référencé. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait vraiment... on faisait vraiment attention à toutes ces anciennes pièces. Non, c'était dans des tiroirs assez faciles d'accès, rangés un peu partout, dans un bureau chez un horloger. Alors on avait commencé, c'est une maison qui investissait beaucoup dans le bâtiment et dans l'outil industriel. Donc ils avaient des cardex, des grands racks de rangement, c'était propre, c'était sécurisé, mais c'était pas du tout renseigné sur un fichier, on savait à peu près ce qu'il y avait. C'est une maison qui achetait quand même, grâce à Monsieur Belmont, des pièces dans les ventes aux enchères déjà à l'époque, parce qu'ils avaient le souci d'acheter leur patrimoine. Voilà. Et s'est embauché 2 ans après mon arrivée un historien qui avait fait son diplôme de fin d'études sur l'horlogerie, un Suisse, et qui est maintenant d'ailleurs l'historien en chef de chez Audemars Piguet. Donc il a commencé avec moi chez Jaeger-LeCoultre. Et voilà, c'est un métier nouveau, il n'y avait jamais d'historien. C'est Monsieur Belmont qui a créé ça. Le poste d'historien, franchement, dans l'industrie, ça n'existait pas en 2000. C'était vraiment... Donc on a créé des expos, et puis quand Richemont est arrivé, on a eu des financements pour commencer à créer quelque chose qui était tout à fait nouveau, c'est la boutique en nom propre. Et la première boutique Jaeger-LeCoultre qui a été en direct, elle s'est montée à Paris, place Vendôme, et c'était mon projet. C'est le dernier projet que j'ai fait pour eux, un projet où j'ai travaillé avec des architectes, ça me plaisait énormément. Donc vous voyez, de graphiste, ça a beaucoup évolué, parce que tous les métiers de l'architecture qui me plaisaient beaucoup, de la décoration, du coup, comme personne ne s'en occupait, j'ai pu m'investir dedans, et ça m'a donné d'autres outils, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai monté ce projet, voilà. Et puis ça en 2005, cette boutique a ouvert place Vendôme, et moi je suis parti chez Patek Philippe. Après. D'accord. Ouais. Ok. Et du coup, donc chez Patek Philippe. Patek Philippe, c'était un peu la même histoire, c'est que en 6 ans, j'avais pas fait le tour chez Jaeger-LeCoultre, mais en 6 ans, j'avais découvert beaucoup de métiers. Et il y a un métier que Jaeger-LeCoultre ne connaissait pas, ne maîtrisait pas bien à l'époque, c'est la vente. C'est la vente au client final. Et alors, on ouvrait la première boutique, on embauchait du personnel, on se posait des questions sur les réponses sur le service client, comment gérer ça. Alors, on parlait même pas de CRM, ça n'existait pas, on n'a aucune idée. C'était vraiment boutiquier, quoi. On imitait le détaillant. Voilà, c'est ce qu'on essayait de faire ce que faisait, tout en essayant de ne pas les fâcher, parce que quand même, il fallait quand même un petit peu quand on ouvre une boutique, ça va. Quand on a 80% du réseau qui est en boutique, et puis quelques détaillants, on se dit, faut quand même. Enfin, moi, Monsieur Belmont et Monsieur Stern de chez Patek Philippe ont toujours eu ce même discours, que de dire, c'est ces gens-là qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui. Donc ne les oublions pas, ne négligeons pas les détaillants, mais c'est pas forcément une politique de groupe du tout. Voilà, parce que qui dit détaillant dit marge, et vous perdez bien sûr les marges. Mais donc j'ai voulu découvrir la vente au client final, et la seule maison qui maîtrisait ça depuis toujours, c'est Patek Philippe. Pourquoi ? Parce que dans l'horlogerie, c'est souvent 2 noms. Il y a Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Patek Philippe, c'est l'association en général d'un horloger et puis d'un industriel ou d'un designer. Voilà. On est très produit. Patek Philippe, c'est pas ça. Monsieur Patek, donc c'est de mémoire, ça devait être 1839. Quand il a monté cette marque, c'était un trader. En 1839, il voulait juste vendre de très beaux produits partout dans le monde. En 1839.
Donc il a rencontré à l'exposition universelle de Paris un horloger de génie qui déposait des brevets qui s'appelait Monsieur Philippe. Ils se sont associés et ils ont créé Patek Philippe. Et là où c'est intéressant, c'est que depuis le tout début de cette maison, Patek Philippe vend en direct au client final. Donc ils ont cette expérience du retail historique. Ça fait partie. Si on dit qu'il y a 40 métiers dans l'horlogerie, le 41e, ils l'ont, puisque la vente, ils le font depuis toujours. Jaeger-LeCoultre ne savait pas faire ça. Historiquement, la seule fois dans les années 40 où ils ont tenté d'aller vendre en direct en Italie, leur montre de poche chez Jaeger-LeCoultre, l'historien m'a raconté, ils ont passé la montagne, ils se sont fait voler pendant la nuit leurs 3 montres de poche, ils sont rentrés à la maison, quoi. C'est alors que Patek, lui, voyageait déjà aux États-Unis, pas tellement en Asie, mais plutôt aux États-Unis. Il a énormément fait de voyages. C'est assez merveilleux parce qu'il cachait à sa femme qui partait aussi loin. Il préparait des lettres, une lettre par jour qu'un de ses amis postait depuis l'Angleterre en disant je suis en Angleterre. Et en fait, il faisait le tour des États-Unis. Et les États-Unis en 1880, c'était pas joyeux, hein, avec des montres de poche dans un sac. Donc voilà. Donc il y avait cette volonté de retail qui existe toujours chez eux. Donc j'ai repris mon petit crayon, j'ai écrit à Monsieur Stern qui m'a reçu et puis j'ai eu la chance d'être embauché pour un poste qui n'existait pas, que j'avais motivé à l'époque. Fort de mon couteau suisse d'expérience, je leur avais dit écoutez, je remarque que chez vous, vous avez pris les meilleurs pour votre musée, le meilleur architecte de Genève, voilà, donc vous avez un joli musée. Vous avez pris le meilleur webmaster pour votre site internet, c'était nouveau, hein, 2005 je vous parle. Donc, waouh, super, il est magnifique. Vous avez pris le meilleur architecte retail pour vos boutiques. Et vous avez pris un autre architecte encore qui est génialissime pour vos bâtiments industriels. Et vous avez pris une méga agence anglaise pour vos campagnes de pub 24, qui sont magnifiques. Hein, la campagne de pub Génération, qui existe toujours, ça doit faire 15 ans qu'ils l'ont. Voilà, sur l'émotion. Mais finalement, tout est génial, mais il n'y a aucun lien entre tous, parce que chez vous, il n'y a personne... Il n'y a personne qui va essayer de coordonner l'esprit de la maison au niveau des créatifs. Donc il m'a dit, bah oui, ça nous essayons. Et puis on a fait ça pendant 6 ans. C'était bien, on a développé plein de choses. Et on a essayé d'harmoniser un peu tous leurs outils. Donc là, j'ai travaillé pour eux. Du coup, c'était quoi en fait l'intitulé de votre poste chez Patek Philippe ? Il a un peu évolué. Au départ... j'étais, que je me rappelle plus, Trade Marketing and Merchandising Director. Ouais, c'est ça, parce que tout est en anglais chez Patek Philippe. C'est forcément. Non, je rigole, mais c'était ça. Oui, c'était ce titre-là. Ça veut dire en tout cas que je m'occupais de l'image de la maison en dehors de la communication et du RP. Alors, tout ce qui était de l'image m'occupait. Alors, j'avais une vingtaine de collaborateurs que je dirigeais dans 4 services différents. Il y avait un service le plus important, celui pour lequel j'ai commencé dès le départ, qui était les boutiques et les corner shops, donc avec 2 architectes, une personne qui gérait les expos, et les salons, comme le grand salon horloger de Bâle, où le stand est énorme, ça prend 6 mois par an de travail. J'avais un service formation, parce qu'on avait lancé ce service et je me suis occupé du lancement de ce service pour former les vendeurs. Voilà, ça n'existait pas non plus à l'époque. Comme ça touchait au savoir-faire, on me l'avait confié. Le service également informatique, mais lié uniquement alors c'était pas les réseaux sociaux, c'était le web à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais le web en tout cas. Il y avait 3 personnes qui développaient. Et puis aussi les visites internes. Alors c'est complètement autre chose, mais il y avait quand même pas mal de visites par an. Vu qu'il y a un musée chez Patek Philippe avec 5 guides, plus une personne qui gère les visites en interne de l'industrie, où c'était assez varié et plutôt bien. Et puis au bout de 6 ans, c'est pareil, on avait bien modifié l'image, développé le réseau de boutiques énormément, monter de très grandes expositions, dont des expositions institutionnelles qui venaient de la manufacture et qui étaient diffusées dans le monde. Avec un gros barnum, on avait à peu près une centaine de pièces du musée qui voyageaient. Il y avait une quinzaine de vitrines, c'est des expos qui font 300 mètres carrés, c'est vraiment assez lourd à monter, mais très intéressant. L'idée, c'était de prendre une part de la manufacture, une tranche, et puis de l'emmener dans un autre continent, puisque les gens n'ont pas la chance
les gens n'ont pas la chance de venir à Genève. Voilà, donc on va au-devant d'eux pour leur expliquer ce qu'est la maison. Donc ça s'est fait jusqu'en 2006 et puis après, donc j'ai voulu tenter cette expérience de travailler en solo, en me disant j'ai de l'expérience dans les maisons. Maintenant, j'aimerais retrouver une maison qui me permette à plus petite échelle d'être de nouveau au départ de quelque chose, parce que j'aime bien cette idée d'être au départ pas forcément au départ, mais enfin qu'il y a du progrès devant, il y a des choses à modifier sur la vision, sur l'image en général, et toujours en lien avec l'outil industriel, toujours en lien avec les collaborateurs. Et ça, c'était vraiment primordial pour moi. Ce qui est très important dans ces sociétés horlogères, pour moi, c'est qu'à chaque fois, on était dans le site industriel. C'est que chaque fois, chez Jaeger-LeCoultre ou chez Patek Philippe, mon bureau, les bureaux des gens, des métiers annexes, de services annexes, ils sont au-dessus ou à côté, mais en tout cas à 10, 20, 30 mètres, vous poussez deux portes et vous êtes où se fabriquent les produits. Ça, c'est important. Pour moi, c'est primordial. On ne peut pas être déconnecté complètement on ne peut pas parler d'une maison sans savoir comment se fabriquent les produits. D'ailleurs, chez Goyard, on n'a pas l'outil industriel sous la main, sauf l'atelier où vous travaillez. Donc moi, j'adore aller là-bas parce que j'ai besoin de voir ça. Sans ça, c'est complètement impalpable. Ça m'intéresse pas. Et chez Patek Philippe et chez Jaeger-LeCoultre, l'accès aux ateliers pour les collaborateurs était facile. Enfin, je veux dire, n'importe quel collaborateur pouvait y accéder pour pouvoir poser des questions aux artisans. Ou comment ça se passait la relation entre les bureaux entre guillemets et les artisans? Il ne faut pas le voir comme ça, parce que dans les deux maisons, Jaeger-LeCoultre et Patek Philippe, il y a des CEO et pour Patek Philippe des propriétaires qui sont très produits, très modestes, très en retrait, qui considèrent l'outil industriel comme ce qu'il y a de plus évident à protéger, à chérir, et on peut aller dans l'atelier. Pas tout le monde. Moi, je pouvais y aller parce que ça faisait partie de mes fonctions. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est que dans ces deux endroits, vous avez un réfectoire commun, vous êtes au contact, en dehors des périodes de travail, vous êtes avec les gens, on est ensemble, voilà, on est dans les mêmes bâtiments, les mêmes parkings, on est dans la même cafétéria, on se voit, il y a des associations sportives, on travaille ensemble. Ah oui, complètement, c'est pas du tout cloisonné. C'est cloisonné pour des raisons de sécurité et surtout de propreté aussi. Oui. C'est vraiment l'horlogerie de très haut de gamme. Chez Jaeger-LeCoultre comme chez Patek Philippe, c'est chirurgical, c'est une clinique. On est très loin de l'horloger dans son grenier avec son petit œil et sa poussière. Non, c'est fini tout ça. Vous mangez par terre. C'est l'ultra haut de gamme. C'est un micro-mécanisme incroyable. Donc vous ne pouvez pas rentrer parce que sinon vous amenez des poussières. Mais en dehors de ça, les gens se fréquentent, bien sûr, s'apprécient, se connaissent. Et à tout niveau, la direction va souvent dans les ateliers. C'est pas cloisonné. C'est pas cloisonné du tout. Voilà. Chez Goyard, heureusement qu'il y a l'atelier. Voilà. S'il n'y avait pas l'atelier, ça deviendrait très virtuel, quoi, pour moi. Puisque le reste de la fabrication est à Carcassonne, donc comme on n'y va pas... Mais de toute façon, quand on réfléchit aux grandes maisons, moi du coup je pense surtout à la maroquinerie, j'ai l'impression que quasiment toutes, elles ont un atelier, un petit atelier comme un bureau d'études à côté de leur bureau, ou sinon il y a une des unités de production qui est pareil sur le même site en fait où se trouve le siège social, donc c'est hyper important pour... Oui, mais il y a toujours un petit atelier, oui, c'est sûr, pour les réparations, pour le service client, ou alors pour les commandes spéciales. Ou par exemple, si vous prenez la joaillerie Place Vendôme, vous avez quelques sertisseurs, voilà. Mais il existe quand même, et c'est pour ça que j'en viens sur le point que j'évoquais tout à l'heure sur le luxe. Moi, le luxe ne m'intéresse vraiment pas, parce que moi, c'est l'artisanat qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé. Après, appelons ça du luxe si on veut, moi ça m'est complètement égal. Mais il y a aussi des maisons qui fabriquent des produits très chers, très bien faits, mais qui ne sont pas du tout connectés avec leurs ateliers parce qu'ils sous-traitent, parce qu'ils font fabriquer par de très bons ateliers,
mais des dessins qu'eux-mêmes ont générés selon leur volonté, leurs critères de qualité qui peuvent être très hauts, mais ils ne possèdent pas leur propre outil de fabrication. Et pour moi, ça reste une marque creuse. Enfin, j'ai du mal avec l'idée qu'on puisse créer une marque et puis acheter les produits et faire faire, ouais, sans gérer ça soi-même. Mais c'est personnel, hein, ça peut très bien fonctionner. Moi, ouais, ça m'intéressait pas de travailler dans cet esprit. Et du coup, donc après Patek Philippe, après Patek Philippe, j'ai tenté de faire seul, en me disant, bah ouais, plutôt qu'une maison, je vais gérer plein de maisons, enfin plein de clients à qui je vais apporter peut-être, j'espère, un peu d'expérience pour pouvoir se lancer. Et je me suis aperçu que je ne savais, j'ai besoin d'être investi complètement, de vivre dans une maison jour et nuit, de m'imprégner des produits, de l'ambiance, de faire. Alors, ça n'a jamais été chez moi, ça ne sera jamais, mais en tout cas, de le ressentir, d'en parler comme si c'était mon bébé. Et parler passer d'un discours avec un client avec la passion et 2 heures après parler d'un autre client d'une autre marque, j'ai du mal. J'ai du mal. Ouais, donc j'ai écrit à Monsieur Signol chez Goyard, dont j'ignorais même qu'il était le patron. J'ai écrit chez Goyard. Donc pareil, encore candidature spontanée toujours. Oui. Bon, c'était un peu plus long pour se rencontrer, mais j'ai découvert avec joie, parce que moi je me disais, bon, j'essaie autre chose. Je voulais l'horlogerie, c'est bien. J'ai fait 15 ans l'horlogerie, ça me plaît toujours. C'est très technique, très 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 technique. Et c'est vrai qu'il me manquait en tant que Français l'esprit créatif. Pas que l'horlogerie ne soit pas créative, mais c'est toujours ultra parfait, avec des matières très bien maîtrisées. Le travail du cuir m'intéressait parce que c'est une matière naturelle, c'est un artisanat français. Il y avait une dimension que je ne connaissais pas du tout, et puis j'avais vu les produits de chez Goyard, ça me plaisait beaucoup, donc j'ai écrit chez eux pour voir s'il y avait moyen de se rencontrer. On s'est rencontrés, et la maison est en plein essor en fait, et puis encore un peu petite. Donc ça, c'était en quelle année du coup vous aviez écrit chez Goyard ? Alors je lui ai écrit en 2010, et j'ai collaboré sur des petits projets avec Monsieur Signol de manière indépendante, et puis j'ai été embauché définitivement en interne en fin 2012. Voilà. D'accord. Ouais. Donc la maison avait déjà été rachetée depuis une dizaine d'années. Oui, c'est ça. Ouais. Par Monsieur Signol. Oui. Donc, mais c'était petit. Hein. Quand je suis embauché, on parle en 2012, il n'y a pas de directeur informatique, il n'y a pas de RH, il n'y a pas de comptabilité. Il y a un CEO, Monsieur Thierry, qui vient de commencer un mois avant. Et avant, c'était Monsieur Signol qui gérait tout. Il y avait à peine 2 ordinateurs dans la maison. Donc vous voyez, la progression sur le produit était faite. Le travail de Monsieur Signol a été impressionnant. Il y avait un directeur artistique, enfin un designer. Monsieur Signol avait un collaborateur qui l'aidait à dessiner ce que lui avait en tête. Oui. Qui n'était pas Eric, c'était une personne avant lui, mais qui avait le même rôle. Voilà. Et puis, mais il n'y avait pas de département produit. Il y avait juste un dessinateur, responsable du style. Okay. Et du coup, en intégrant la maison Goyard, votre rôle, c'était... Mon rôle, il a été, c'est le titre, de gérer les collections au départ, du patrimoine. Parce que quand M. Signol a repris cette maison, il était déjà, depuis 20 ans, collectionneur de mal ancienne Goyard, de tout ce qui venait de la maison. Alors que les Goyard n'avaient plus aucune trace de leur passé. Les Goyard vendaient... Ils avaient une boutique et ils vendaient des produits, tout ce qui se vendait était vendu. Voilà. Et ils avaient, pas de souci de conservation. Ils avaient un atelier par contre Alors il restait un petit atelier en fond de cour, mais il n'y avait plus une très grosse production. La maison était toujours vivante, il restait toujours le 233, peu d'activités. Donc 233 rue Saint-Honoré. Rue Saint-Honoré, qui est la boutique historique depuis le tout début et qui est toujours là. La boutique était toujours à la 6e génération de Goyard, qui vivotait avec, mais qui n'avait pas forcément besoin d'une grosse rémunération. Voilà, tout était payé, ils étaient là. Bon, petite activité historique, mais ils n'étaient pas vendeurs. Monsieur Signol a mis très longtemps à racheter. Il a dû montrer sa passion au Goyard, qu'il ignorait un peu au départ,
Ils disaient bon, c'est qui ce monsieur? Qu'est-ce qui s'intéresse à nous? Oui, bon, d'accord. Ils l'ont toléré tous les samedis dans la boutique, passionné qu'il était. Il a montré ses collections de pièces anciennes. Ça intéressait plus ou moins. Et à force d'insister, il a mis 10 ans pour racheter la maison. 10 ans. Il a mis 10 ans pour racheter. Ouais. Ça aurait dû s'appeler Maison Signol, voilà. Parce que c'était Maison Martin, qui est devenue Maison Morel, qui est devenue Maison Goyard. Toujours dans la continuité de l'esprit. Donc la logique fait que celui qui rachète met son nom. Ça ne se fait plus au niveau du marketing aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Mais Est-ce dans que la ça n'aurait logique, pas perdu en fait quelque chose? Oui, bien sûr, c'est complètement désuet. Mais dans la logique et dans son état d'esprit, il est dans la continuité de ce qu'ont fait les Goyards. Et ses enfants continueront derrière. Donc on est vraiment dans une logique de continuer, de faire grandir en douceur, dans la logique de ce qu'auraient fait les Goyards. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais avant Monsieur Signol, il n'y avait pas les couleurs. Les couleurs n'existaient pas chez Goyard. C'est Monsieur Signol qui a amené les couleurs. Et c'est tellement naturel que ça fait partie de l'histoire de Goyard. On se dit, ah bah oui, tiens, c'est vrai, avant c'était noir. C'est voilà, parce qu'il est allé un pas plus loin de ce qu'avaient fait les Goyards. Il n'a pas changé de cap, il continue. Voilà. Et lui, il développe cette maison par passion. Et alors ça fonctionne très bien, il en est très heureux. Mais je pense que si ça n'avait pas marché, bon, peu importe, il se faisait plaisir, collectionneur depuis 20 ans. Il m'a dit avoir découvert cette marque par hasard quand il était jeune, passionné d'objets anciens, de malles, pas les moyens d'acheter du Vuitton à l'époque. Il est tombé là-dessus, il s'est dit c'est plutôt bien fini, c'est la même qualité. J'en achète une, 2, 3, 10. Il voyageait beaucoup pour son travail, il en a acheté 500. Voilà. Et un jour, le taxi l'a posé, il pleuvait, il m'a dit, le taxi devait me poser place Vendôme, il est allé un peu plus loin, devant la boutique 233, et il savait même pas que la marque existait encore. Quand il a vu ça, il s'est dit, c'est plus tard, je veux reprendre cette maison, je veux pas qu'elle meure. Voilà, c'était juste ça. D'accord, ouais. C'est une très belle histoire. Plutôt, ouais. Et donc du coup, quand vous êtes arrivé à la maison Goyard, du coup, vous n'avez pas expliqué quel était en fait votre rôle à la maison, parce qu'il me semble que c'est vous qui avez mis en place l'atelier, qui a. Oui, alors moi c'était pas ma volonté, hein. Moi je l'ai mis en place parce que parce que Monsieur Signol, je suis responsable du patrimoine et des projets spéciaux. Alors projets spéciaux, c'est un grand fourre-tout en fait, qui permet quand on doit monter un atelier. On m'a dit voilà, montons un atelier peau précieuse. Faisons ça ensemble. Moi je m'en suis occupé et voilà, donc moi j'aimais bien l'artisanat, j'avais quand même cette expérience de l'horlogerie, c'est quand même assez similaire, hein, la maroquinerie, l'horlogerie, voilà, donc d'accord. Je sais que vous vouliez, pour vous ce qui est important c'est l'artisanat, pas le luxe, mais je pense qu'on va quand même parler un peu de parlons du luxe si vous voulez. Des luxes, mais en fait là j'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que c'est indissociable artisanat et luxe? Non, je pense qu'on peut dissocier. Ouais, je pense qu'on peut dissocier. De toute façon, pour moi, le luxe, je dirais, faisons ce qu'on sait faire du mieux possible, jusqu'au bout. Et si la personne qui achète ça, pour elle, ressent que c'est du luxe, c'est gagné. Mais vous ne pouvez pas dire je fabrique du luxe. Parce que votre notion du luxe, c'est peut-être pas celle des autres. Il y a des gens pour qui le luxe, c'est de rien avoir. Bon. Je peux pas. Le luxe, c'est un ressenti de client. Alors, s'il ressent ça pour vos produits, c'est magnifique. Mais vous ne pouvez pas être une maison de luxe. Vous ne vendez pas du luxe. Enfin, ça me semble. Vous vendez de beaux objets qui sont faits de manière traditionnelle. Et puis, alors, si le client, pour lui, c'est du luxe, tant mieux. Ouais, tant mieux, c'est génial. C'est gagné. Mais vous ne pouvez pas vous dire je vends du luxe. Enfin, ça me semble très difficile à comprendre. Ouais. Donc, vous pouvez le dissocier, parce que le luxe, ça peut être... je sais pas, il y a des gens pour qui le luxe, c'est pas du tout l'artisanat. Hein, donc, oui. Voilà. Et toutes les maisons qui nous viennent facilement à l'esprit, donc Goyard, Hermès, Louis Vuitton, etc., elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles sont des maisons historiques, sont plutôt de vieilles maisons. Et est-ce qu'à votre avis, pareil, l'histoire, le luxe et l'histoire sont deux choses qui sont peut-être indissociables? Est-ce qu'une maison, pour qu'elle devienne une vraie maison de luxe,
même si vous n'aimez pas ce Oui, terme-là de luxe. bien sûr, je comprends tout à fait ce qu'ils encadrent. Il faut que... Moi, je pense que ça aide, mais je pense que c'est pas indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez créer une maison dite de luxe, de toutes pièces. C'est plus simple d'avoir une expérience, mais après tout, non, je pense pas que ce soit indispensable. Moi, j'aime l'artisanat traditionnel, mais vous pouvez imaginer de quel droit on interdirait. Il y aurait que les anciens qui auraient eu le droit de créer des maisons qui aujourd'hui peuvent s'appeler luxe. Non, franchement, je vois pas. Il y a des maisons qui ne sont pas du tout issues de traditionnelles et qui vendent des produits inaccessibles, très bien finis et qui n'ont pas d'histoire pour autant. Non, je suis pas. Non, je pense qu'on peut créer de toutes pièces une maison de luxe aujourd'hui, pour peu qu'on le fasse bien, avec passion. D'accord. La notion de marque dans les maisons de luxe est quelque chose d'extrêmement important. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, Goyard ou une autre maison pourrait fabriquer les mêmes sacs, mais si la maison s'appelait pas Goyard, les sacs n'auraient pas la même valeur qu'ils l'ont maintenant. Donc, est-ce que la valeur en fait financière des maisons de luxe repose principalement sur de l'immatériel en fait, sur ce que représente la marque? Principalement non. Personnellement, je ne pense pas. Vous savez, la marque, je reviens toujours dans mon 19e favori là, mais sur l'horlogerie par exemple, on fabriquait de très beaux produits, on mettait jamais son nom dessus. Les horlogers qui fabriquaient des pièces plutôt uniques, au milieu du 19e, qui valaient cher, signaient les montres à l'intérieur pour que si un jour, quelques années après leur mort, quelqu'un ouvre la montre pour la régler, il reconnaît le sigle de l'horloger qui l'a monté. Le nom sur les cadrans, ça date du début 20e. Fin 19e, il y en avait, mais il n'y avait pas de logo. On mettait son nom parce que voilà, on signait Leroy ici sur les montres Leroy. Bon. Mais la communication, elle est née avec l'enregistrement des noms de domaine, enfin pas de domaine, l'INPI, l'enregistrement des noms de sociétés. Je pense que ce à quoi vous faites référence, la valorisation sur la marque, c'est plutôt parce que la marque, c'est un marqueur social aujourd'hui. Mais ça peut se défaire. Alors elles sont suffisamment fiables et en tout cas endurantes et reconnues pour que la marque, le marqueur social d'aujourd'hui le soit encore demain. Mais c'est une valeur boursière, ça. Enfin, si demain... C'est assez volatile selon vous. Mais regardez, je sais pas, moi je parle en réfléchissant que sont devenus les grands fourreurs maintenant que la fourrure c'est un truc dont il ne faut pas parler. Pourquoi les grands fourreurs du 19e qui faisaient des blousons, des vestes magnifiques vendues à toutes les grandes familles bourgeoises européennes, pourquoi vous ne reprendriez pas aujourd'hui une maison? Tout simplement parce que c'est plus du tout in, quoi. Alors peut-être que demain, porter du cuir ou des sacs en cuir, ce sera... Je suis pas sûr que ce soit une valeur pour mes enfants qui se soit... Je suis pas sûr aujourd'hui, quand je présente à mes enfants un blouson et je lui dis j'ai la version en cuir, je suis pas sûr que pour eux ce soit ce qu'il y a de plus valorisant. Un tissu technique l'est peut-être plus, vous voyez. Donc je sais pas si les maisons se renouvellent pas, si elles continuent à vivre en regardant derrière. En tout cas une maison dite de luxe mais d'artisanat comme je l'entends doit toujours innover. Ça c'est sûr. Ouais, je pense qu'autrement c'est la mort assurée. Ouais. Oui, là d'ailleurs en parlant de ça, il y a Chanel qui a arrêté de travailler des peaux exotiques. Il me semble qu'ils ont même décidé d'arrêter de travailler peut-être pas du cuir, mais en tous les cas les peaux exotiques c'est sûr. Oui, vous avez maintenant dans la joaillerie, c'est pareil, la traçabilité qui va être de plus en plus demandée par le client final, qui jusqu'à maintenant se fichait un peu de la trace carbone. Mais maintenant, je suis pas sûr que vous arriviez dans certaines maisons de luxe comme même Vuitton à faire venir un sac d'Asie par avion tout seul parce que vous le voulez absolument après-demain. Je suis pas sûr que ce soit des choses qui vont durer encore très longtemps. Ça. Les gens veulent savoir. L'or, c'est de l'or d'hiver maintenant, de l'or recyclé.
c'est très vendeur, beaucoup plus que d'aller dans les minerais, dans les mines, sortir du minerai. Les diamants, c'est pareil. C'est Kimberley, je crois, le process de Kimberley qui fait que on doit être dans des mines qui n'exploitent pas les enfants, enfin, toutes des choses qui sont évidentes, et heureusement, mais qui n'étaient pas forcément demandées par le client final. Mais maintenant, si. Maintenant, si. Ah oui, et heureusement. D'ailleurs, en parlant de traçabilité, ça suppose une transparence de la part des maisons de luxe, une transparence sur forcément on va en savoir plus sur d'où viennent les pots, donc quelle tannerie, quels sont les fabricants. On va pas partir dans l'autre sens là, hein, de toute façon. Et justement, je voulais savoir, vous, comment est-ce que les maisons en fait elles appréhendent cette transparence dont elles devront faire part? C'est simple, si vous avez toujours fait votre métier honnêtement, c'est pas un souci. Voilà, c'est la seule réponse que je peux avoir. Donc nous sommes sereins, voilà. C'est plus difficile quand vous inventez et de l'histoire, voilà. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, il n'y a pas de problème à être transparent. Après, moi, quand je vous pose la question, je le vois pas d'une façon où peut-être que certaines maisons ne sont pas honnêtes. Mais c'est surtout que j'ai cette impression que c'est vraiment dans l'univers des maisons de luxe cette volonté de vouloir protéger leurs usines, de vouloir protéger leurs tanneries, parce qu'il n'y a pas énormément de tanneries, parce que forcément les meilleures tanneries on se les arrache, et c'est vraiment cette volonté, ce souci de secret pour justement protéger leurs sous-traitants. Donc c'était dans ce sens-là en fait que je posais la question, parce qu'après on peut ne rien avoir à se reprocher, c'est sûr, mais... le secret fait un peu partie des maisons de luxe, mais moi j'entends plus le secret par le secret sur la clientèle, sur les process aussi, mais par contre sur les matières utilisées, non, je vois pas trop pourquoi il faudrait... Ok. Et vous aviez dit donc que quand vous êtes arrivé chez Patek Philippe, vous deviez manager une vingtaine de personnes. Alors moi c'est un sujet que j'aime beaucoup en fait, c'est donc le management. Donc j'aurais aimé vous poser en fait une dernière petite question à ce propos. Quelles sont pour vous les qualités d'un bon manager? Je sais pas, parce que je pense pas les avoir. Je suis très content de plus manager. Non, c'est vrai que moi j'ai eu du plaisir à manager des équipes parce que j'ai toujours appliqué une méthode qui, je pense, a laissé en tout cas de bons souvenirs de moi à mes collaborateurs, et vous direz peut-être le contraire, hein, mais très honnêtement, j'ai toujours cherché à valoriser les gens, à les rendre indépendants, et le droit à l'erreur existe aussi. Voilà, je veux juste de la bonne volonté. Alors, c'est vrai que c'est un type de management qui fonctionne bien avec des gens qui aiment travailler avec de l'indépendance. J'ai rencontré des difficultés avec des gens qui étaient déjà en poste quand je suis devenu leur supérieur, et qui avaient besoin au quotidien d'avoir un listing de choses à faire. C'est une typologie de management que j'ai un peu plus de mal à avoir. Le controlling, c'est pas mon truc. Je donne un objectif, je regarde s'il est atteint. S'il y a des problèmes, on en parle. S'il y a une erreur, ça peut arriver. J'ai toujours couvert mes équipes. Je suis pas... voilà, c'est toujours, le travail de groupe est important. Il faut valoriser les gens dans les deux sens. Il faut du respect, bien sûr. Pas de familiarité. Il faut être... je sais pas, normal, quoi. Voilà, on sert pas... moi, demain, toutes les maisons continuent sans moi, hein, et heureusement, d'accord. Donc... Par contre, sans l'artisanat, je suis pas sûr non plus. Ouais, je tiens ça de Monsieur Belmont, mais il a raison. Hein, tous les jours, je vois qu'on peut... non, je crois qu'il faut juste discuter un peu. Il faut être passionné, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai du mal avec les gens qui sont pas passionnés, par contre, par ce qu'ils font. Ouais. C'est pas qu'ils me dérangent, mais j'ai envie de leur dire, faut faire autre chose. J'en ai pas rencontré beaucoup, hein. Ouais. C'est vrai que dans le luxe... vous venez pas là par hasard, je crois pas. Oui, je crois pas. Est-ce que vous auriez des livres à recommander? Je lis par épisode, moi, des fois beaucoup, et des fois plus rien pendant des mois.
j'ai, moi, je lis beaucoup de recueils de poésie. C'est en fait uniquement ce qui m'intéresse. Je dois avoir lu tous les poésies Gallimard parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est court comme format, c'est intense et je peux le faire par petits morceaux. J'aime bien Léon-Paul Fargue, j'aime bien lire Léon-Paul Fargue, vraiment beaucoup. Des descriptions de Paris fin 19e, ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est un livre de lui, le dernier sur Paris. Ouais. D'accord. Et dernière question, si on veut vous contacter sur Twitter, LinkedIn, mail, Oula, sur l'internet. sur l'internet, ou peut-être même une adresse postale, on pourra peut-être vous envoyer une des adresse lettres. postale. Non, mais je suis sur LinkedIn, ouais. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Voilà. Bon, bah merci beaucoup, merci Vincent. beaucoup, Soukaina.